Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, plus précisément du Moyen-Âge. Comme vous le savez, le nouvel an vient de passer, donc bonne année à tous et à toutes et meilleurs vœux, même en cette période difficile. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, plus précisément du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, donc, une période obscure de tous les vices, dominée par une église catholique qui maintient son pouvoir grâce à ses inquisiteurs et qui plonge l'Europe dans une obscurité glaçante. Est-ce vraiment le cas ? Non. C'est une grande période qui succède à l'Antiquité, commençant lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, et on en retiendra les invasions barbares, la menace de l'Église catholique, romaine et les châteaux forts. Le Moyen-Âge, cependant, est beaucoup plus complet que ça. Comme je l'ai dit, c'est une période qui débute avec la chute de l'Empire romain d'Occident et se termine par la Renaissance avec les grandes découvertes, notamment celle de l'Amérique, par Christophe Colomb. Une période donc subdivisée en trois. Le Haut Moyen-Âge, qui s'étend du 5e siècle au 10e siècle, qui dure 5 siècles, donc 500 ans. Le Moyen-Âge central, qui s'étend du 11e siècle au XIIIe siècle, et le Moyen-Âge tardif qui débute du XIVe siècle et se finit au XVe siècle. Je vais donc aborder dans cette vidéo la première partie du Moyen-Âge. Donc le Haut Moyen-Âge. Je sais, ça fait beaucoup de Moyen-Âge. Je l'ai dit, c'est une période qui s'étend du 5e siècle au 10e siècle. C'est les migrations de l'Antiquité tardive qui se poursuivent et les barbares fondent de nouveaux royaumes sur les terres de l'ancien empire romain d'Occident qui vient tout juste de s'effondrer. La période est marquée par de profonds changements sociétaux et politiques, comme dans beaucoup de périodes historiques, ce qui provoque la rupture avec l'Antiquité classique, qui n'est cependant pas complète. La partie orientale de l'Empire romain survit au bouleversement géopolitique et reste au premier plan sous le nom bien connu de l'Empire romain byzantin, ou plus simplement l'Empire byzantin. Il perd cependant une grande partie de ses terres au Moyen-Orient et en Afrique au profit des Arabes à l'ouest. Bon, petit rappel, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo ou qui l'ont vu mais pas assez, ça fait très longtemps, on avait laissé l'Empire romain dominer le bassin entier méditerranéen, je me perds dans ce que je dis. On avait vu que suite aux invasions barbares, l'Empire romain tombe en 476 et l'Empire romain d'Orient, lui, survit à la destruction et persiste sous le nom de l'Empire byzantin. Aujourd'hui, on en reprend là où on l'avait laissé et voir ce qu'il survient après la dissolution de l'Empire. Après cette introduction pour le moins un peu longue, abordons ce qui s'est passé dans cette période. Ne subsiste après cette dissolution que deux enclaves romaines, une au nord de la Gaule et une autre en Dalmatie. Rien à voir avec Disney. L'Italie, quant à elle, est dirigée par Odoacre, un ancien officier germanique romain. En 480, donc, Odoacre s'empare de l'enclave romaine en Dalmatie, donc au revoir les sangs dalmatiens, et la même année, Clovis devient roi des Francs, et avec ses voisins d'autres Francs, qui n'hésitaient pas à dire ce qui leur passait par la tête, s'empare de la dernière enclave romaine. Donc maintenant, il n'y en a plus. Ensuite vient Théodoric, roi des Ostrogoths. J'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé les autres romains. Vous avez compris, Ostrogoths, Ostromins. C'est pas grave, Donc lui, il a fait fort parce que il vire Odoacre de son trône et s'installe à son tour en Italie, dans la ville de Ravenne. Ceux qui ont joué à Diablo 2, c'est sans doute de là qu'est originaire Bloodraven. Petite référence. Ou alors c'est là qu'est née Ravenne, fille de Trigon, pour ceux qui ont lu DC Comics. Revenons à nos moutons, ou à nos francs plutôt. Donc Clovis en profite pour s'accaparer les territoires des Alamans. Les Allemands n'existent pas encore.
préfère le préciser, et se convertit à la religion catholique. Allié aux Burgondes, il s'empare ensuite du reste de la Gaule, aux dépens des Visigoths. Ils se voient obligés de déplacer leur capitale de Toulouse à Narbonne. Théodoric en profite alors du déclin des Visigoths pour s'accaparer la Provence jusqu'à Arles. Bien entendu, Clovis, fort de ses victoires, se retourne contre ses anciens alliés et prend le territoire des Francs dans le royaume de l'Est. Comme quoi, ne jamais faire confiance à ses alliés. En 510, profitant du débâcle fait par les Huns, pas les 2 ni les 3, juste les Huns. C'est des espèces de cavaliers qui viennent des steppes mongoles. Donc les Slaves poussent les Germains et s'installent sur leur territoire, donc sur le territoire des Germains. Ensuite, fusion importante. Les Huns fusionnent avec les Scythes, ce qui donne naissance à un puissant peuple. Les Bulgares, qui pendant 10 ans mènent des assauts répétés contre l'Empire byzantin. Celui-ci se retrouve affaibli, notamment à cause des conflits liés au christianisme, et bien entendu ceux liés aux Perses, qui eux sont de retour. Retournement de situation, puisque Justinien monte sur le trône de Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, et mène une politique de protectorat, notamment envers les cités grecques. Au bout de 10 ans, il fout des roustes aux Vandales, qui ont été vandalisés, et se voient dépossédés de leur royaume. Pendant ce temps-là, Clovis, qui ne chôme pas en royaume franc, annexe le royaume burgonde et s'étend en Germanie. En 540, Justinien, non content de s'être fait les Vandales, s'occupe maintenant des Ostrogoths. Mais les Perses en profitent pour les attaquer. Comme quoi, quand le berger n'est pas là, on peut aussi attaquer la bergerie. Les Perses ne sont pas seuls à profiter de l'absence de l'empereur, la peste aussi fait son apparition et redistribue les cartes. Justinien se voit alors contraint et forcé de retarder ses plans de conquête. Clovis, à son tour, profite du fait que Justinien retourne à Constantinople pour attaquer les Ostrogoths. Visiblement, il ne connaissait pas, on ne tire pas sur l'ambiance. Retournement de situation de nouveau, puisque Justinien est de retour sur le devant de la scène, dans les années 530, ce qui oblige les Francs à battre en retraite. Profitons ensuite de la guerre de succession en Espagne, enfin en Andalousie, pour attaquer ces dernières. Si on est seul, c'est de la lâcheté. Si on a un empereur avec une grande armée, c'est de la conquête. On recense alors 2 grandes puissances, les Mérovingiens, descendants de Clovis, et les Byzantins. Par ailleurs, petite info comme ça, en vrac, Clovis est un Mérovingien, c'est son nom de famille, qu'on lui a donné après, et ça vient en fait de la consonance directe avec le grand-père de celui-ci, le grand-père de Clovis, qui s'appelait Mérové. Donc Mérové, Mérovingien, voilà, c'était la petite anecdote. Nous sommes en 560. Les Avars, avides de pognon et refusant de le partager, débarquent en Asie et s'attaquent à l'Empire byzantin. Les Lombards, non pas les Lambert, royaume tampon entre les Francs et l'Empire byzantin, en profitent pour déferler sur l'Italie. Comme quoi, après de 100 ans plus tard, le royaume d'Italie fait à nouveau les frais d'ennemis. Les Avars, comme je disais, avides de pognon et n'aimant pas le partager, en profitent pour s'installer durablement aux frontières nord de l'Empire byzantin, et les Visigoths, profitant du fait que l'empereur s'en est retourné dans ses pénates, reconquièrent l'Andalousie. En 560, après la mort de Clovis, ses petits-fils se livrent une guerre civile, pour qu'il n'en reste plus qu'un, comme dans Koh-Lanta, mais en plus sanglant. Au final, le royaume conquis par Clovis se voit complètement divisé. L'Aquitaine s'étend, la province reste telle qu'elle est, la Bourgogne se déplace vers le sud, et apparaissent la Neustrie au nord, l'Austrasie, donc les bannis, l'Almanie et la Bavière. Alors pourquoi les Austrasiens sont bannis ? Petite anecdote encore, parce que dans la République grecque du 5e siècle, avant Jésus-Christ, donc environ vers les années 400, l'ostracisation était le moyen de bannir un citoyen de la ville d'Athènes. Il était alors frappé d'ostracisme, voilà pour la petite histoire. Ostracisme, ostracien.
Les deux derniers duchés prennent leur indépendance vis-à-vis du royaume. Pendant ce temps, c'est la fête pour l'Empire byzantin qui est assailli de tous côtés par les Visigoths, les Perses, les Lombards et les Avars. Tout le monde s'y met, c'est la fête comme j'ai dit. 10 ans plus tard, les Visigoths, menés par le roi Léovigild, annexent la partie nord du Portugal, ce qui leur fait une Espagne pratiquement entière. Durant les 10 ans qui suivent, un nouvel empereur monte sur le trône, Maurice. Il stabilise l'empire, mais au prix de terribles impôts pour la population. On en retiendra l'expression « tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice ». Suite à cela, le centurion Phocas prend le pouvoir, mais menace la stabilité de l'empire. Les Perses en profitent pour passer le bonjour à Constantinople, pillant tout sur leur passage, ce qui ne plaide pas en la faveur de l'empereur, qui se fait remplacer en l'an 610 par Héraclius. Il gouverne désormais un empire au bord de l'effondrement, alors même que les Perses reconquièrent l'Égypte, la Palestine et la Syrie. Il pousse même l'audace de venir frapper à la porte de Constantinople, et les Avars, toujours prêts à tirer sur l'ambiance pour récupérer encore plus de pognon, s'attaquent eux aussi, mais par le nord, à Constantinople. Au bord de l'effondrement, Constantinople réussit une alliance avec les peuples des steppes et renverse la tendance, puisque c'est maintenant l'Empire perse qui est au bord de la destruction. Au nord de la mer Noire, les Bulgares et les Khazars fondent de nouveaux royaumes. En 610, le bon roi Dagobert meurt avec des enfants en bas âge, et la Neustrie et l'Austrasie en profitent pour de nouveau s'affronter. En 650, le christianisme se répand avec rapidité dans tout le Royaume-Uni. Cependant, le royaume franc tombe en morceaux. Après la Pologne, c'est le duché basque qui prend son indépendance. Il fait de Toulouse sa capitale avant d'entreprendre la conquête de l'Aquitaine. Par la même occasion, puisque l'idée ne reste jamais chez soi, le royaume wisigoth se morcelle à cause de l'indépendance d'un duché basque, lui aussi. En 670, les Bulgares s'étendent et viennent menacer les frontières de Byzance. Le califat arabe s'étend alors de la Palestine en passant par l'Égypte et la Tunisie. Ils s'en prennent eux aussi à Constantinople, mais subissent une cuisante défaite, étant brûlés par le feu grégeois. Les Arabes, stoppés d'un côté, s'étendent de l'autre puisqu'ils conquièrent tout le Maghreb. En 690, le royaume franc reprend du poil de la bête et reprend la Belgique et la Pologne. Pour augmenter leur nombre, les Arabes soumettent les peuples du Maghreb et les forcent à se convertir à l'islam. Ils remontent ensuite l'Espagne, écrasant les Visigoths sur leur passage, et en 710 plutôt, Pépin le Bref arrive au pouvoir alors que les Arabes sont en contact du royaume franc. Il commence par s'attaquer au duché d'Aquitaine, mais le duc Eudes les repousse facilement. Il mène donc des raids sur toute la vallée du Rhône et Charles Martel les ignore royalement parce qu'il en profite pour annexer la Germanie. En 730, l'Autriche et les Pays-Bas sont sous le contrôle de l'Empire franc, enfin du royaume franc, mais c'est pareil. Les Arabes essaient de passer en force en Aquitaine, mais l'alliance des Francs et du duché d'Aquitaine à Poitiers leur fait subir une cuisante défaite en 732. Ayant vent de cette défaite, le royaume des Astruries prend son indépendance vis-à-vis du califat. 740, Pépin la Bulle, le Bref, succède à Charlemagne, à Charles Martel, c'est pas le même. L'Empire byzantin étant traversé par des troubles internes, il ne peut plus porter assistance au pape, qui en appelle au sens chrétien des Francs. Il sacre le roi carolingien et en échange, en tant que bon chrétien, il va délivrer le pape des Lombards. Il lui taille 2 territoires qui vont ensuite devenir les États pontificaux. Rentrant chez lui, il fait un détour par les Pyrénées, dessinant ainsi les contours de la France. En 760, Charlemagne annexe la Bretagne et l'Aquitaine, avant de s'attaquer aux Lombards. En 10 ans, toute l'Italie est franc, sauf bien sûr les États pontificaux et le bas de la botte. 781, Aix-la-Chapelle devient la capitale du royaume. Il annexe le duché de Bavière avant de s'enfoncer plus à l'est
et annexe complètement la Hongrie et la Slovaquie. Mais sa joie est de courte durée, puisqu'en 790, les Normands viennent dire bonjour à leur manière, faisant des raids sur l'Angleterre et le continent. Charlemagne se voit sacré empereur romain en l'an 800, ce qui restaure complètement l'Empire romain d'Occident. 10 ans plus tard, Venise, menacée par les Serbes et ne recevant aucun soutien de l'Empire byzantin, devient indépendante. Ce sera important pour la suite, lors de la Renaissance. Les Arabes s'accaparent la Crète et la Sicile, mais échouent en Espagne suite au plan de reconquête entamé par les chrétiens. Cordoue, malgré son appartenance au califat, atteint un apogée artistique, tout comme dans l'Empire franc, où Louis le Pieux, ni le lit, ni même l'instrument mortel pour les vampires, mais bien celui dévoué à Dieu, fait de même. Malheureusement, le bonheur ne dure jamais bien longtemps, et les enfants de Louis se partagent les territoires, ce qui donne une guerre civile et affaiblit le royaume. Pour pallier à cela, les Scandinaves reviennent dire bonjour. La mort de Louis divise le royaume en trois. Naît alors la France et l'Allemagne. En 850, l'orthodoxie, la religion, donc rien à voir avec les yeux, se répand telle une traînée de poudre dans l'Empire byzantin, notamment grâce à l'invention de l'alphabet cyrillique. 10 ans plus tard, apparaît une nouvelle ville au nord de l'Europe, Novgorod, ce qui donne naissance à la Russie. Il ne s'arrête pas là puisqu'il colonise l'Angleterre et les pays comme la Lettonie. Pour plus de territoire, ils descendent jusqu'à Kiev et en font leur nouvelle capitale. Charles le Gros parvient à unifier une dernière fois l'Empire franc, avant qu'il ne se disperse pour de bon. La Bretagne est indépendante, la Provence également, la Bourgogne et la Navarre de même. Royaume, justement, qui va s'illustrer en participant aux côtés des Asturies, dernier bastion chrétien en Espagne. L'an 900 est à marquer d'une croix rouge, car c'est la fête pour les envahisseurs. Les Normands qui viennent du nord et de l'est, les Sarrasins du sud et les Hongrois, peuple récemment arrivé des steppes de l'est, attaquent par l'est. Et dans tout ça, les Allemands perdent leur roi carolingien. En 940, la France est à peu près telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais est toujours morcelée par les Bourgognes en Provence et par l'Allemagne. En 962, année de sacre de Othon Ier, roi d'Allemagne, par le pape, qui tient là son nouveau protecteur. Naît alors le Saint-Empire germanique qui va durer 844 années. Le roi du Wessex unifie alors l'Angleterre. La religion catholique étant répandue dans tout l'ancien empire romain d'Occident, c'est une véritable Europe avant l'heure et tous se revendiquent chrétiens. Par là même, déclarent leur unité face au califat. Cette année marque donc la fin du Haut Moyen-Âge, puisque maintenant les frontières ne vont plus très bien bouger en Europe. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Au final, si au début c'était l'Empire byzantin et le royaume franc qui dominaient, la grande vainqueur de toute cette période, c'est la religion catholique. Il est donc normal qu'elle soit une protagoniste majeure lors du Moyen-Âge. C'était Kaefré, je vous souhaite de très bons vœux et je vous dis à une prochaine fois.